Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous présenter Pour tout vous dire. Après la révolution numérique, assistons-nous à la révolution blockchain. Dans un monde globalisé et qui bouge vite, l'écosystème technologique de la blockchain est en train de gagner peu à peu tous les secteurs de l'économie. Si sa compréhension nécessite des connaissances approfondies en informatique et en finance que nous n'aurons pas le temps de développer ici, nous allons aujourd'hui essayer d'y voir plus clair sur cette nouvelle révolution technologique et de savoir où en est la révolution blockchain. Nous avons 35 minutes pour en parler aujourd'hui dans Pour tout vous dire. Et pour cela, deux experts sont avec moi sur le plateau, Romain Roufaël et Frédéric Ponchot. Et puis tout à l'heure, pour la deuxième partie, nous accueillerons un troisième invité qui viendra nous faire partager son expérience de la blockchain dans l'un des domaines où son usage est particulièrement prometteur, celui du marché de l'art. Bonjour à tous les deux, Romain Roufaël et Frédéric Ponchot, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la blockchain. Romain Roufaël, vous êtes entrepreneur dans la FinTech depuis 2015. Vous avez notamment travaillé en Asie et vous avez cofondé un cabinet de conseil et développement digital et une société spécialisée dans l'investissement en crypto-monnaie qui s'appelle Ito. Pour résumer, vous êtes un expert en crypto-monnaie et en protocole blockchain. J'essaye. Et Frédéric Ponchot, vous travaillez actuellement pour un cabinet de conseil parisien pour lequel vous avez accompagné un certain nombre de grands groupes français sur des projets utilisant la blockchain. Et vous vous êtes lancé il y a quelques mois dans l'aventure du podcast avec Asie et Innovation, sur lequel vous donnez des clés de lecture sur ce qui se passe en Asie et qui pourrait largement influencer le monde de demain. C'est bien ça ? Oui, absolument. Donc, c'est un podcast dans lequel je chronique les géants technologiques, notamment asiatiques et spécialement chinois, parce que ma conviction de base, c'est que ces géants-là sont en train d'inventer le futur demain, le futur, bien plus que ce qui se passe aux États-Unis en réalité. Et nous avons beaucoup à en apprendre. C'est ce que nous allons d'ailleurs probablement voir aussi dans cette émission. Alors, la blockchain ou les blockchains, ce terme revient de plus en plus souvent dans les médias, mais pour les profanes, son sens reste vague. Sans trop entrer dans les détails, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la blockchain? Quelles sont ses principales caractéristiques? Romain Roufaël. Oui, alors je vais essayer. En fait, avec la blockchain, ce qu'on peut faire, pour la première fois, on peut faire du transfert de propriété numérique sans avoir recours à un tiers, c'est-à-dire sans avoir recours à un intermédiaire, un gouvernement, une banque ou un notaire, par exemple. Et ce pourquoi c'est un vrai changement de paradigme, c'est que depuis l'apparition d'Internet, on ne fait que copier de la propriété numérique. Tout fichier, tout film, tout livre numérique est une suite de 0 et de 1 et on ne fait que le copier à l'infini. On fait des CTRL-C, CTRL-V en quelque sorte, voilà, sans trop rentrer dans les détails informatiques. Avec la blockchain, pour la première fois, on passe du CTRL-C, CTRL-V au CTRL-X, CTRL-V. Okay, on peut vraiment transférer cette propriété. Et ce pourquoi c'est révolutionnaire, c'est que dans l'histoire d'Internet, on a pu voir que dans les années 90-2000, des secteurs comme la musique, comme la culture ont énormément souffert du fait que des fichiers pouvaient être copiés à l'infini. Avec Bitcoin, pour la première fois, je vous envoie un Bitcoin, vous l'avez, je ne l'ai plus. Personne ne peut revenir sur ce fait-là, et ce, en l'absence d'un tiers de confiance. Donc, en quelque sorte, on crée la monnaie d'Internet. Bitcoin, c'est la première manifestation de ce qu'est une blockchain. Depuis, on a parlé des blockchains. Il y en a eu beaucoup qui ont été copiés sur ce modèle-là, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Des blockchains et des crypto-monnaies, parce qu'il n'y a pas que Bitcoin. Exactement, exactement. Une des caractéristiques de Bitcoin, c'est que son code est open source. Tout est libre d'accès, donc on peut très facilement prendre le code et le modifier à sa guise et en faire des concurrents, des clones. On peut en faire plein de crypto-monnaies, de blockchains différentes. Voilà, alors un des grands principes de la blockchain, si j'ai bien compris, c'est la création de ces jetons qu'on appelle des tokens dans le jargon blockchain. Pour simplifier, il y a deux utilisations possibles. D'un côté, ce qu'on appelle les crypto-monnaies et d'autres, des usages en direction de la traçabilité. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de la traçabilité qu'on peut trouver grâce à la blockchain? Frédéric Ponchot.
Oui, alors le principe de blockchain, c'est l'unicité du jeton. Donc en fait, la traçabilité, notamment sur des produits et notamment dans l'industrie, l'objectif, c'est de suivre un produit tout au long de sa vie, depuis sa production jusqu'à sa consommation et éventuellement son recyclage. Donc un exemple concret, c'est un sac dans le luxe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un double numérique de ce sac, qui va être donc un jeton, et ce sac, on va mettre une puce, et à chaque étape de sa vie, on va le scanner pour enrichir les données qu'on a sur ce sac et in fine les rendre accessibles à tout le monde. Donc concrètement, on va pouvoir savoir, grâce à la blockchain, que ce sac a été fabriqué par tel artisan, qu'il a été transporté par tel transporteur dans telles conditions. Par exemple, s'il y a des problématiques de chaîne de froid, on peut automatiser la remontée d'informations. Et puis après, une fois qu'il a été vendu, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura du SAV sur ce sac, alors à ce moment-là, on pourra le mesurer, on pourra le savoir. Et également pour le marché de l'occasion. Donc là, il y a une garantie d'authenticité. Globalement, avec la blockchain, un des sujets, c'est donc l'inviolabilité et la transparence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça touche vraiment tous les secteurs. Donc on a des sujets autour de la traçabilité de la génétique animale, mais aussi le SAV pour les voitures. Il y a un très gros projet en ce moment qui a été lancé par Peugeot sur ce sujet. Alors, la blockchain a servi donc à fabriquer des crypto-monnaies et il y a déjà de nombreuses applications de cette blockchain. Il y a aussi un autre atout, ce sont les smart contracts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Je fais. Alors, le smart contract, le plus simple, c'est de donner un exemple. Donc, on va prendre l'exemple du Bon Coin. Vous achetez quelque chose sur le Bon Coin et puis vous avez toujours cette angoisse qui est que est-ce que je vais payer et finalement bien recevoir quelque chose. Avec une blockchain, avec le smart contract, on règle ce problème en automatisant le paiement. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une crypto-monnaie, donc Bitcoin ou autre. Vous allez l'envoyer sur la blockchain. Elle va être sécurisée sur la blockchain, bloquée. Le vendeur du bien voit que cette monnaie, elle a bien été envoyée, donc il y a bien l'argent. Il ne la reçoit pas. Lui va envoyer le colis. Et puis, on va dire que la règle, qui est dans le smart contract, qui est un contrat intelligent informatique, c'est que dès lors que le postier vous remet le colis et que vous scannez, alors la monnaie sera transférée. Donc là, la blockchain apporte une dimension de confiance absolue, puisque finalement, il n'y a plus de risque à faire ça. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'usages au smart contract, mais grosso modo, c'est vraiment cette logique-là de je confie à un écosystème technologique la confiance dans une transaction. Après ces petits rappels théoriques, je vous propose d'entrer directement dans le concret. En effet, aujourd'hui, de nombreuses entreprises font appel à la technologie blockchain. C'est le cas de BTU Protocol, cette start-up qui s'est placée depuis 2018 sur le marché de la réservation d'hôtels, a depuis étendu ses activités à l'achat en ligne, mais le principe reste le même, établir un lien direct entre le client et le fournisseur, et cela passe par la blockchain. Je m'appelle Vidal Shriki, j'ai fondé en 2018 BTU Protocol. Après avoir travaillé plus de 6 ans dans le secteur de la blockchain, j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité immense à démocratiser la puissance de cette technologie pour les consommateurs. La blockchain, c'est la pièce manquante du puzzle de l'Internet qui va permettre à tous les utilisateurs d'échanger en direct, en pair à pair, de la valeur, quelle qu'elle soit. On va prendre l'exemple de l'application Verso. Donc on peut télécharger sur Android ou Apple. Donc on n'a pas besoin d'inscription. L'application va vous générer votre adresse de crypto-monnaie BTU. Vous pourrez bénéficier d'un catalogue de commerçants. Vous achetez. Vous pouvez gagner en achetant. Le catalogue est mondial si vous êtes à l'étranger. Et puis à chaque fois que vous achetez, vous allez gagner des récompenses en BTU. Alors là, on va démarrer l'application Verso. On va choisir un commerçant. Donc typiquement, moi, je veux acheter un casque. Je vais pouvoir me rendre sur le site du commerçant et commander, a priori, vu la période, en click and collect. Comme mon casque coûte 99,90 €, je vais pouvoir recevoir très rapidement une confirmation de mon achat et avoir environ 3 € de cashback en crypto-monnaie. Le modèle économique est basé sur le cryptoactif BTU.
qui est échangeable sur des places de marché. Donc nous, on l'a émis, et donc nous avons fait une vente initiale et nous continuons de gagner de l'argent parce que les services que nous construisons au-dessus du BTU sont eux-mêmes rentables. Le consommateur bénéficie de BTU Protocol parce qu'il récupère du pouvoir d'achat en ayant une récompense en BTU, qui est lui-même une crypto-monnaie, qui a vocation à s'apprécier à mesure qu'elle est utilisée. Et puis il peut aussi, quand les commerçants sont intégrés plus en direct, bénéficier de meilleurs tarifs. Vous rentrez dans cet nouvel univers. C'est un peu comme il y a 20 ans. Voilà, vous n'aviez pas d'email et tout le monde en parlait. Là, vous pouvez vous créer votre email, vous créez votre adresse de crypto-monnaie et vous pouvez commencer à avoir un solde et bouger avec et comprendre et vivre cette nouvelle technologie et goûter au futur qui est quelque part un peu présent. Alors, on a déjà des outils numériques très performants pour faciliter notre vie quotidienne. Qu'est-ce que les blockchains peuvent apporter de plus? C'est la suppression des intermédiaires et donc, éventuellement, une économie pour les consommateurs. Romain Roufaël. Oui, tout à fait. Je pense qu'avec les blockchains, effectivement, ce qu'on arrive à faire pour la première fois, et je reviens un peu à ma définition première, c'est échanger de la valeur sur Internet en direct. À partir du moment où on peut échanger de la valeur partout dans le monde de façon quasiment instantanée, c'est un nouveau paradigme qui s'ouvre. De la même manière que l'email, et comme le dit Vidal dans votre reportage, de la même manière qu'en fait l'email a révolutionné les communications, aujourd'hui, on a cette même révolution, mais qui s'applique à l'argent. On peut vraiment transférer de la monnaie sur Internet. Et ça, c'est complètement nouveau. Vous êtes d'accord, Frédéric Panchaud? Oui, je suis d'accord. Après, il y a un enjeu supplémentaire, c'est que blockchain, c'est un outil parfait pour un écosystème. Donc des gens qui ont besoin de collaborer entre eux. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez ce sujet-là, il y a des intermédiaires qui vont par définition disparaître. Ce sont tous les gens dont le métier, c'est de faire de la réconciliation d'informations entre différents acteurs qui ont différents systèmes informatiques. Après, la seule modulation que je ferai, c'est qu'avec blockchain, avec les cryptos, probablement que de nouveaux intermédiaires vont apparaître. Et c'est très bien, ça fait Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus à même de profiter d'une transformation blockchain? Oui, tout à fait. Je pense notamment aux secteurs qui sont entièrement numérisés, puisque pour moi, il y a quelque chose que la blockchain ne peut pas faire, parce qu'une blockchain, ça ne peut pas tout faire, et ça ne peut pas dire la vérité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un rapport avec le monde réel, on aura toujours besoin d'un intermédiaire, on aura toujours besoin d'un tiers de confiance pour certifier qu'une information est vraie. Et moi, je le vois, on a travaillé par exemple avec le Conseil supérieur du notariat, qui était très inquiet quand il a vu arriver la blockchain, en se disant, mais nous, on est les tiers de confiance par excellence. On a l'impression que tous les tiers de confiance vont disparaître. Ça veut dire qu'on va disparaître. Mais non, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que je mets une information dans une blockchain qui, au fond, est une base de données qu'elle est vraie. J'aurai toujours besoin d'un notaire pour certifier la validité de ce contrat de mariage ou de ma vente immobilière. Donc, en réalité, si vous voulez, dès qu'on est dans des cas d'usage qui ont une intersection avec le monde réel, et c'est la grande majorité des cas d'usage, on ne pourra pas se passer de ces tiers de confiance, et tant mieux, quelque part. Alors, à côté des crypto-monnaies que nous connaissons déjà aujourd'hui, certains États ont des projets de crypto-monnaie nationale. La Chine est sur le point de lancer la sienne et d'autres pays y songent déjà. Pouvez-vous nous parler de ces futures monnaies, Frédéric Panchaud? Oui, alors le projet le plus intéressant sur le sujet, de mon point de vue, c'est le crypto-yuan. Donc le crypto-yuan est un... Parce que c'est pour bientôt, ça. Alors c'est même en test, donc la date officielle ce serait 2022, mais aujourd'hui la Chine teste dans différentes provinces, dans différentes configurations, et quand on parle de Chine, on parle plutôt de 500 millions de gens. La logique du crypto-yuan, c'est assez simple, c'est de supprimer le liquide, donc plus de billets, plus de pièces. Finalement, une société sans cash. Une société sans cash. Donc ça, clairement, on y va. Il n'y a pas trop de doute sur le sujet. Après, comment concrètement ce que ça veut dire? Alors pour les gens qui connaissent WeChat Pay, ça ressemblera fortement à WeChat Pay. Il y a une application. Oui, parce qu'il faut dire qu'en Chine, on n'est déjà pas loin d'être dans une société sans cash, puisqu'il y a des moyens de paiement que sont WeChat Pay, Alipay, donc on paie en fait avec son téléphone portable. Exactement. Donc ce sera à peu près la même chose. Donc en termes d'ergonomie, d'usage, donc on pourra payer à la fois par QR code et à la fois par NFC, c'est-à-dire quand vous payez avec votre téléphone physiquement, quand vous envoyez de l'argent. Ce que ça change par rapport à WeChat Pay et à Alipay, c'est que même si c'est très répandu, aujourd'hui, ce sont quand même des écosystèmes privés qui, vous pouvez payer avec WeChat Pay que là où WeChat Pay est accepté. Avec le crypto-yuan, on gagne une strate et vous pouvez payer
partout en crypto-van. Le deuxième point qui est important sur cette monnaie, c'est, alors là c'est un peu plus technique, mais c'est l'infrastructure qui a été construite pour permettre cette réalisation. Il faut savoir que ce projet date a priori de 2014, ce qui veut dire qu'ils avaient quand même une vision prospective assez incroyable, et que donc on est en train de basculer 1,3 milliard d'habitants sur une infrastructure qui a été construite en 6 ans sur une techno qui est relativement nouvelle, qui est blockchain. Voilà. Juste pour rebondir là-dessus aussi, ce qui est effectivement, c'est un projet qui était en gestation depuis 6 ans, ce qui a été un vrai accélérateur pour le crypto-yuan. C'est aussi le projet de Facebook, donc Le initié Libra, par Facebook. donc voilà, une crypto-monnaie initiée par Libra, Facebook qui devait en principe voir le jour l'année dernière, je crois, et finalement le projet a été repoussé. Voilà, il y a une vraie levée de bouclier de la part du monde politique et des banquiers centraux, puisque effectivement Facebook, avec une centaine de grands groupes, se proposait de battre monnaie, donc d'émettre sa propre crypto-monnaie. Et ça a vraiment fait réagir le Congrès américain, les banques centrales. On a Bruno Le Maire en France, et effectivement côté chinois également, puisqu'on a vu que ce projet s'est accéléré aussi par rapport au dévoilement du projet Libra. À côté de ça, nous en Europe, on est complètement à la traîne. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions en cours qui commencent à arriver. La Banque de France commence à se poser sur ce sujet-là. Il y a des groupes de travaux qui se mettent en place. Il y a peut-être des premiers projets. Mais qu'on voit effectivement, on le voyait récemment, et c'est très impressionnant, quand on voit en Chine le test de cette monnaie à grande échelle pour plusieurs centaines de millions d'habitants. Donc effectif, on en est très, très, très loin aujourd'hui en France et en Europe. Absolument. Côté français, d'ailleurs, comment ça se passe de manière générale, sans parler d'une crypto-monnaie européenne en matière de blockchain? Je sais que Bruno Le Maire avait appelé de ses voeux une blockchain nation en France. Où est-ce que ça en est, ça, d'après vous? Alors, je pense qu'il y a un écosystème qui est extraordinairement vivace en termes de start-up. On a aussi quelques leaders qui sont incontestables. On peut citer par exemple Ledger. Donc, Ledger, c'est une structure qui fabrique du porte-monnaie électronique. Exactement, du hardware, et qui est, je pense, leader mondial. Voilà. Donc, ce sont des porte-monnaies qui permettent d'héberger les crypto-monnaies. Oui, c'est comme une clé USB, mais c'est sécurisé, voilà, pour faire simple. À côté de ça, la dimension politique est plus, comment dirais-je, réservée. Voilà, je laisserai Romain peut-être s'exprimer sur le sujet. Voilà, donc il y a une forme de dichotomie entre un écosystème privé qui est très volontariste et où il y a clairement des talents, et puis un politique qui est plus mesuré sur le sujet. Voilà. Et puis, il y a peut-être un autre frein qu'on a ici en Europe, c'est le fait d'avoir des entreprises qui sont plus anciennes et qui ont peut-être plus de mal à s'adapter à une nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, c'est plutôt une question technique. C'est plutôt, dans un certain nombre d'entreprises, il y a une question de legacy, c'est-à-dire de système d'information historique. Et d'héritage, absolument. Et donc, c'est compliqué pour toute entreprise de se dire, je vais prendre là où j'ai investi depuis des années, je vais tout jeter, puis je vais tout basculer sur une blockchain. C'est plus facile pour des startups, qu'elles soient européennes ou asiatiques d'ailleurs. Après, c'est pas la question réglementaire. La question réglementaire, je vais laisser Romain répondre, elle est vraiment d'ordre politique, quoi. Alors, très brièvement. Tout à fait. Non, alors il y a des signaux contradictoires, puisque effectivement, il y a la volonté et l'ambition de créer une Startup Nation, mais à côté, les mesures, et notamment une réglementation très lourde, va forcément brider l'innovation. Après, sur les entreprises, et peut-être pour rebondir là-dessus, c'est aussi intéressant de voir aux États-Unis des entreprises comme Fidelity, par exemple, qui est un géant de l'asset management et qui est une entreprise assez ancienne, adopter une politique très volontariste à l'égard des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. On a moins ce genre de développement en France encore. Et comment la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins européens? Je sais qu'il y a une crypto-vallée en Suisse et que certains États baltes, notamment je crois l'Estonie et la Lituanie, font la part belle à l'innovation blockchain. Par rapport à la France, quelle est la différence ? Disons qu'il y a une vraie politique volontariste qui s'est mise en place dans ces pays-là. C'est vrai, en France, on en est plus au stade de la déclaration d'intention que des preuves d'amour réelles. Voilà. Alors pourquoi des pays comme la Lituanie ou l'Estonie sont-ils plus en avance que la France ? Je pense que pour moi, ils ont identifié qu'il y avait un vrai enjeu technologique. On est sur une nouvelle technologie comme l'a été Internet, comme l'a été la data, la donnée et les données massives à un moment.
Moi, j'ai peur qu'en France, malheureusement, on soit un peu en train de refaire l'erreur qu'on a fait avec Internet. En 1994, il y a un rapport qui avait été remis au Premier ministre Édouard Balladur qui disait Internet et le e-commerce, ça ne marchera jamais. L'avenir, c'est le Minitel. Pour protéger France Télécom et voilà, les monopoles français à l'époque. J'ai un peu peur qu'on soit en train de refaire la même chose et qu'on soit en train de protéger notre industrie bancaire et financière classique. Mais ça serait dommage de rater ce virage-là, vraiment. Alors, si on met un peu de côté les startups, certains géants du numérique chinois s'appuient déjà aujourd'hui sur la blockchain, notamment en ce qui concerne leur back-office, ce qui leur confère une grande efficacité. En France, certaines banques réfléchissent aussi à utiliser la blockchain, ainsi que le secteur de l'assurance. Où en est la blockchain en général actuellement dans l'économie ? Alors en France, il y a quelques très grands projets qui sont menés par des très grands groupes. On peut citer le luxe, on peut citer l'automobile. La banque, effectivement, il y a vraiment des très gros projets. Ce qui est intéressant, c'est de noter aussi qu'il y a des projets très importants entre les banques françaises et les géants asiatiques. Après, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent à ce qui se passe en Chine. Je vous donne un exemple très concret. Donc, la filiale santé d'Alibaba, qui s'appelle Ali Health, mène un projet avec une dizaine de provinces chinoises et les gouvernements. La logique est la suivante, ils ont créé un équivalent du dossier médical partagé. Donc grosso modo, ils ont passé un accord avec les hôpitaux, les pharmacies, les médecins, la sécurité sociale et l'assurance ALIS. Et finalement, lorsqu'il y a quelqu'un qui se rend dans un hôpital en Chine, il va faire sa consultation, on va lui émettre quelque chose pour prendre des médicaments. Et en sortant, il va pouvoir présenter ça à la pharmacie. On sait que c'est dans une blockchain, donc c'est inviolable. Il se trouve qu'en Chine, le marché de la pharmacie est dérégulé, donc il va avoir plusieurs offres. Il va pouvoir acheter en local la pharmacie du coin ou en virtuel. Et au moment où il va devoir renouveler son ordonnance, au lieu de devoir retourner à l'hôpital, l'ordonnance va être renouvelée automatiquement par le système. Parallèlement à ça... Donc tout est intégré. Tout est intégré. Et parallèlement à ça, l'hôpital, lui, émet sa facture, il la code, et comme l'assureur sait qu'on est dans une blockchain, la facture est donc certifiée, et donc il va payer beaucoup plus rapidement. Donc on parle de quelques minutes. Donc là, on est dans une efficience complète, avec, encore une fois, cette force de la blockchain, c'est l'écosystème. À partir du moment où les gens partagent de l'information en temps réel, et donc on est sûr qu'elle est fiable, c'est une des révolutions de la blockchain avec la crypto. On aura encore beaucoup de choses à dire sur la blockchain, mais on arrive déjà à la fin de notre conversation. Pour terminer, j'ai envie de vous demander, d'après vous, est-ce qu'on est vraiment face à une révolution blockchain ou est-ce que c'est juste le numérique tel qu'on le connaissait, mais optimisé avec justement la suppression de ces intermédiaires ? Romain Rouffel ? Pour moi, on est clairement face à une révolution. On est tôt. C'est un peu comme si on avait eu cette émission sur Internet en 1993 ou 1994. Et aujourd'hui, Internet a marché parce qu'on l'utilise tous sur nos smartphones et on ne le voit plus en fait. On ne voit plus ce qu'il y a derrière les protocoles informatiques. On s'en sert parce que c'est pratique. Je pense que la blockchain sera vraiment mûre quand ce sera le cas. Et je pense que c'est d'ici 5 à 10 ans. On l'utilisera dans notre vie quotidienne pour toute une série d'usages, voire même toute une série d'usages dont on n'a même pas encore idée aujourd'hui. Et on n'aura plus aucune idée de la technologie qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Panchaud ? Je pense que pour les consommateurs, la plus grosse révolution, ce sera les crypto-monnaies, donc le Bitcoin et autres. Pour les entreprises, je pense que vraiment la révolution concrète, c'est l'écosystème, donc cette capacité à travailler avec les autres en partenariat, qui est clairement dans l'air du temps et dans le domaine financier. On parle aujourd'hui d'open banking, d'open insurance, et clairement, c'est la bonne techno pour ça. Beaucoup de choses qui nous attendent encore. Merci pour vos éclaircissements, Romain Rouffel et Frédéric Panchaud. Merci d'être venus nous parler de la blockchain. Et nous allons continuer à parler de la blockchain dans cette émission avec un focus sur son usage sur le marché de l'art. Bonjour Jürgen Zimbayen, merci d'être venu nous rejoindre sur le plateau de Pour tout vous dire. Jürgen Zimbayen, vous êtes le cofondateur de Sizart, une start-up qui se situe au carrefour de l'art et des nouvelles technologies et qui utilise la technologie de la blockchain. Le principe, c'est de permettre d'identifier, de certifier et de tracer tous les événements intervenant sur une œuvre d'art. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors la traçabilité, on en a parlé tout à l'heure au début de l'émission,
C'est une grosse épine dans le pied des acteurs du marché de l'art. La blockchain semble donc la solution toute trouvée pour certifier la provenance et l'authenticité d'un objet. Est-ce que vous diriez que le marché de l'art, c'est un domaine dans lequel la blockchain trouve tout son sens? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas le seul, hein, mais particulièrement dans ce domaine-là. En fait, il faut savoir que je commence par un use case très concret pour illustrer les choses. En 2011, novembre 2011, la galerie Knoedler, une des plus grandes galeries américaines, a fermé ses portes brutalement suite en fait à un scandale où on l'accusait d'avoir vendu des fausses œuvres d'art d'expressionnisme abstrait. D'ailleurs, Sotheby's et Christie's ont refusé en fait de mettre en vente certaines des œuvres issues de cette galerie pour défaut d'authenticité et de provenance. Ce qui pose la problématique, une des problématiques centrales du marché de l'art, qui est comment s'assurer et établir une certification, une provenance, une paternité et une propriété juste infalsifiable et incontestable. Et aujourd'hui, le marché de l'art fonctionne sur des usages qui sont surannés, essentiellement papier. Et la mutation digitale accélérée du marché de l'art ajoute un nouveau niveau de complexité dans la mesure où vous avez des différents systèmes d'information qui viennent se greffer en plus. Et ce qui fait que l'information, je crois qu'en fait, effectivement, on l'a évoqué avant, l'information en fait est juste explosée, atomisée pour cause en fait de non-coordination et de non-structuration. Et donc, recomposer l'information est un véritable enjeu pour rassurer les acheteurs du marché de l'art qui, lorsque le dommage survient, là, c'est 100% c'est 100% de perte. Alors, il y a plusieurs années déjà qu'on parle de la blockchain dans le marché de l'art. Est-ce que son usage tend à se généraliser? Comment ça évolue? Alors, ça dépend où vous vous situez. Si vous parlez du Royaume-Uni, de la Chine et des États-Unis, ils sont en avance sur nous. C'est-à-dire que là-bas, c'est presque plus un sujet. La véritable question, c'est quel service vais-je utiliser et est-ce que ce service est fiable? Les barrières à l'entrée et la mentalité n'est pas du tout la même que celle française. Alors, on n'est pas ici pour faire du France bashing, mais force est de constater qu'en France, on a quand même une culture du risque qui est quand même très faible, premièrement, une résistance au changement assez forte. Or, le problème, c'est que le marché de l'art, comme d'autres secteurs d'activité, c'est un marché qui s'est globalisé et mondialisé. Et donc, forcément, dès lors que vous avez en fait des acteurs qui s'emparent d'une technologie pour apporter une confiance supplémentaire, surtout qu'on est face à un paradigme générationnel, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui arrivent et qui n'ont pas du tout les mêmes usages et les mêmes comportements et les mêmes attentes que leurs aînés. Et c'est valable pratiquement dans tous les secteurs d'activité. La composante démographique est fondamentale sur le marché de l'art, mais plus globalement pour tout autre marché. Alors justement, on va parler de votre start-up que vous avez cofondée, Cizart, qui permet donc de générer un certificat d'authenticité en quelques clics. Comment ça fonctionne? Alors, en quelques clics, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, je résume un peu. Oui, effectivement, on permet de générer des certificats d'authenticité, véritablement uniques et infalsifiables, raccrochés à une œuvre ou à des éditions. Mais on ne se contente pas de faire que ça. C'est-à-dire que non seulement on va générer un certificat d'authenticité, mais également on a une très forte composante legal tech ou RegTech, c'est selon. C'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est bien beau de pouvoir générer un certificat, mais le problème se pose en fait de l'information qui va être traitée et poussée à un blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'assurer que l'information émane bien de la personne légitimement concernée et impliquée et en droit de pouvoir attester d'une information fiable. Qui plus est, cette information doit être validée par les acteurs qui font partie d'une opération. Typiquement, une vente implique plusieurs acteurs. Et en fait, nous, dans notre système, on a repris en fait la théorie des chaînes de Shunsu, c'est-à-dire que chaque opération doit nécessairement réunir le consentement éclairé sur chaque aspect de l'opération, dans ses moindres détails, de telle manière à ce qu'une opération comme une transaction ne puisse pas être remise en cause, ni être répudiée dans l'avenir. Et chaque acteur et chaque action qui s'exerce sur une œuvre d'art est dûment tracée, dûment établie par des acteurs qui sont certifiés. Donc on a un volet KYC qui est très exigeant, vraiment, de telle manière à ce que, une fois que le certificat est généré, la provenance va pouvoir en fait se construire progressivement de manière dynamique. Chaque étape donc sera inviolable et tracée. Et surtout, un des gros enjeux, c'est que c'est pas parce qu'on utilise une blockchain que automatiquement, en fait, le certificat que je vais produire ou la preuve de ma propriété ou de ma paternité sera recevable et opposable devant les tribunaux en cas de conflit. Et ça, c'est un véritable enjeu pour tous les projets blockchain. C'est l'opposabilité.
Est-ce que ça vous parle, cette utilisation de la blockchain dans le domaine de l'art? Romain Roufaël, Frédéric Ponchot? Oui, tout à fait. Après, une des questions que j'ai toujours quand on associe monde réel et monde virtuel, c'est au niveau de l'œuvre d'art, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui rattache l'unicité de cette œuvre d'art de façon physique sur l'œuvre pour la rattacher à ce qui est écrit dans la blockchain ou comment ça se passe en fait? Alors, l'authenticité recouvre deux choses. Un, vous avez toute la partie certification, construction de la provenance. Et ensuite, vous avez la deuxième question, le deuxième volet, c'est ai-je entre les mains l'œuvre physique authentique, dans ses qualités physiques authentiques. Pour l'instant, nous, CISART, on se concentre uniquement sur la partie certification, provenance, légalité des opérations. D'accord. Par contre, pour le lien avec l'œuvre physique, effectivement, on discute et on va collaborer avec des acteurs qui, eux, ont déjà développé en fait, le matériel qui permet cette fois-ci, effectivement, de lier le digital et le physique. Par contre, en fait, on s'entre dans les détails. On fait très attention parce que, comme on est dans la sécurité, les mécaniques de puces RFID, pour nous, disons qu'on a un petit sujet sur les puces RFID en termes de sécurité numérique. D'accord. Donc, on préfère d'autres technologies. Le monde de l'art connaît aujourd'hui une révolution digitale, pas seulement la révolution blockchain, mais il y a eu d'autres innovations qui ont touché l'art. Comment voyez-vous son évolution à plus long terme avec donc l'apport de la technologie blockchain et d'autres technologies? Le marché de l'art, en tout cas le marché de l'art français, n'aura pas le choix. Comme je dis toujours, effectivement, on ne parle pas de révolution, on parle d'évolution. Dans la mesure où le marché de l'art repose essentiellement sur ce qu'on appelle la confiance. Aujourd'hui, si j'achète une œuvre d'art dans une galerie, je fais confiance à la galerie pour m'orienter dans mon choix esthétique et pour me dire que cet artiste-là, potentiellement, a un devenir. Donc, parce qu'une œuvre d'art, c'est non seulement une valeur émotionnelle, esthétique, mais c'est également un bien particulier où on fusionne aussi la valeur économique. Les deux se rejoignent, c'est très particulier. Ça rejoint un peu le luxe, quelque part, à différents degrés. Mais néanmoins, dès lors qu'en fait, vous avez une nouvelle technologie qui est capable de renforcer la confiance à un niveau inégalé, ce faisant, ça signifie tout simplement que vous avez l'opportunité de modifier de façon profonde la manière dont nous opérons nos échanges, puisque nos sociétés sont basées sur des échanges de biens et services. Pour ça, il faut avoir confiance. Aujourd'hui, ces échanges, cette confiance est garantie par les institutions. Sur le marché de l'art, il n'y a pas d'institution désignée qui réglemente. Donc ça veut dire qu'il y a autant de pratiques qu'il y a d'acteurs. Cette technologie va permettre en fait de faire migrer, on va dire ça comme ça, les acteurs vers une espèce de compliance généralisée. Et on va C'est-à-dire en français? Alors une compliance, c'est pas seulement la simple conformité aux règlements et aux lois. La compliance, c'est plus globalement mettre en place tous les usages et toutes les pratiques destinées en fait à réduire les risques de fraude bien en amont, avant même que la loi statue dessus. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a aujourd'hui une possibilité avec cette technologie-là de renforcer la confiance, lever les barrières à l'entrée du marché de l'art, parce que souvent 90% des gens considèrent que le marché de l'art c'est un marché opaque. Permettre à d'autres personnes d'y accéder. Exactement. Et le marché de l'art confond opacité et confidentialité. Et tout l'enjeu de notre système a été de construire en fait une infrastructure de telle manière à créer l'équilibre entre la transparence nécessaire. Cette transparence n'est pas à comprendre et à entendre au sens commun du terme, c'est une transparence au sens informatique, et la nécessaire confidentialité des affaires pour poursuivre l'objectif de compliance. Et pour finir, l'objectif, c'est de faire en sorte que le marché de l'art passe d'une économie extractive de valeur à une économie générative de valeur. Vous voulez ajouter un mot, Frédéric Ponchot, Non, pour moi, finir? je trouve ça très bien, je comprends bien la problématique du marché de l'art. En fait, j'ai une question assez simple. Est-ce qu'il y a des artistes ou des tendances dans l'art, je sais pas, l'art abstrait, qui sont plus propices à la blockchain ou pas du tout? C'est vraiment une question de galerie et d'intermédiaires? Non, c'est vraiment une question de galerie intermédiaire. Mais globalement, la technologie de blockchain s'applique à n'importe quel type d'œuvre d'art. Oui, bien sûr. Mais CISART est spécialisé sur les artistes vivants, l'art contemporain? Alors ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est qu'aujourd'hui, CISART ne se concentre que sur l'art contemporain et l'artiste vivant. On travaille avec des cabinets d'avocats, parmi d'ailleurs des plus réputés, aussi bien en propriété logicielle qu'en propriété littéraire artistique, avec des institutions également. Et on nous a posé la question de savoir si on comptait remonter dans le passé. On a expertisé les choses et on a pris une décision radicale. Le passé,
a été supervisé avec les usages du passé et tout ce que ça implique. Il n'est pas question pour nous de mettre un orteil dans le passé. Par contre, on se concentre sur le présent et l'avenir, sachant que le présent deviendra le passé. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de façon concrète de la blockchain et de ce vers quoi elle pourrait nous mener. J'espère que vous aussi, vous en avez appris plus sur ce sujet assez technique. Je vous remercie d'être avec nous chaque semaine dans Pour tout vous dire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.